Bonjour! Comment ça va amigos? Et bienvenue sur la deuxième partie de cette vidéo, donc qui oppose, entre guillemets, Dragon Ball Z à Dragon Ball Super. La première partie, c'était dans ma vidéo précédente, donc la semaine dernière, qui était l'intrigue. Et aujourd'hui, on va aborder du coup un sujet qui me tient à cœur, c'est celui des transformations. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que les transformations dans Dragon Ball Super n'ont pas réussi à me convaincre comme l'eurent fait les légendaires transformations de Super Saiyajin de Goku ou bien Super Saiyajin 2 de Gohan. Pourtant quand je vois l'engouement que suscitent ces transformations SSJ God, SSJ Blue, etc. de la part de certains fans de Dragon Ball Super, je me demande qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi moi j'arrive pas à accrocher avec ces transformations là. Et pour répondre à cette question, tu t'en doutes, je me suis posé la question de pourquoi j'ai été aussi ému devant des transformations comme la transformation après la rage de Sangoku ou après le choc de Son Gohan. Pourquoi les gens comme moi qui aimaient les transformations de Dragon Ball Z n'ont pas forcément accroché avec les transformations de Dragon Ball Super? Donc pour répondre à cette question, en fait je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur la nature de la transformation Super Saiyajin. Le guerrier qui se transforme en Super Saiyajin n'est pas différent du guerrier qu'il était avant de se transformer. C'est simplement un guerrier dont le potentiel caché a été révélé grâce à la colère. Il accède à son potentiel en laissant exploser sa colère. Donc déjà, rien que le concept est super stylé parce que ça nous touche à nous tous. Je veux dire, qui n'a jamais rêvé de faire face à l'adversité, à une injustice, etc. tout simplement en laissant exploser sa colère. Mais en plus de ça, dans Dragon Ball Z, en général, les scènes de transformation Saiyajin sont également apportées avec énormément d'émotion. En fait, ce sont des scènes qui sont chargées d'émotion. Pourquoi? Parce qu'il faut un contexte pour que le Super Saiyajin soit réveillé. Et en général, c'est un moment qui est assez dur, assez bouleversant. Et même nous, en tant que spectateurs, on vit un petit peu l'émotion que vit le guerrier qui va se transformer en Super Saiyan. La scène qui illustre mieux ce que je viens de te raconter, donc la transformation qui illustre mieux ça, c'est la transformation de Trunks. C'est pour moi la transformation qui reste et restera la transformation mythique. La petite musique, mais qui est une tristesse absolue. T'as les cris et puis les larmes de tristesse, de colère, en fait, qui font chavirer l'état émotionnel de Trunks pour lui permettre justement d'accéder à ce potentiel caché et d'exploser et de se transformer en Super Saiyan. Et pour parler techniquement, jusqu'à l'Arc Cell, la transformation Super Saiyajin n'est possible qu'après une intense colère qui permet au guerrier de révéler en fait une force que lui-même ne soupçonne pas. Sangoku qui perd son meilleur ami, son ami d'enfance, Krillin qui est adorable, qu'on aime, toute la saga Saiyan qui a été tellement bon à apporter, à donner, à se battre. Et là d'un coup qui se fait péter mais en 2 secondes, on s'y attend pas du tout. Il s'envole et il explose, donc c'est super cruel la manière dont il se fait tuer. Donc même toi en tant que spectateur, tu es dégoûté, t'es triste, t'es en colère. Et Sangoku à ce moment-là, Sangoku c'est un peu le genre de mec qu'on pourrait même connaître dans la vie de tous les jours. Un peu bébête, un peu naïf, avec le cœur sur la main, adorable. Le genre de mec que tu n'imagines même pas s'énerver. Par contre, tu sais que s'il s'énerve, ce mec-là, si t'arrives à l'énerver, il vaut mieux ne pas être devant. En plus, le Super Saiyajin révèle le côté animal du guerrier. Puisqu'il faut pas l'oublier, le Saiyan, c'est un être mi-humain, on va dire humain, mi-animal. D'ailleurs, on l'entend lors de sa transformation en Super Saiyajin, on entend le cri de l'Ozaru. Pour marquer le fait que, à cause de cette colère, en fait, le guerrier, Sangoku, cède à sa partie animale. Et à partir de ce moment-là, en fait, il devient un animal, il devient une véritable bête qui, clairement, va pas y aller de main morte. Et nous, on adore ça. Notre héros qui laisse ressurgir l'animal qui est en lui pour venger la mort de son ami. Normalement, rien que la phrase que je viens de prononcer, elle t'a mis des frissons. C'est pareil pour la transformation de Son Gohan Super Saiyajin 2. Elle est incroyable, cette transformation, elle est phénoménale. D'abord, parce que c'est Son Gohan. Donc le fait que ce soit lui qui devienne aussi fort, ça crée un énorme contraste. Et puis en plus, cette transformation respecte vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une transformation qui intervient lors d'une scène assez dramatique. C16, c'est un cyborg qu'on nous a montré comme étant très doux, très pacifique, loin de la haine qu'on attendait des cyborgs. Il a donné, il a tout fait pour protéger la Terre, il s'est sacrifié pour protéger la Terre. C'est un défenseur de la justice. Et même, juste avant de mourir, en plus, c'est pas fait pour rien. Il lâche cette petite phrase qui est poignante, elle est bouleversante. Il demande, juste avant de mourir à Son Gohan, protège la nature et les animaux que j'adore. On voit Son Gohan qui est en train de pleurer, il y a certainement, je me souviens plus de l'épisode, une petite musique triste, donc on n'est pas bien. Et là, pareil que
la cruauté de Freezer pour Krillin, il y a Cell qui arrive et qui lui écrase la tête, mais sans vergogne, et qui lui dit un truc genre ta gueule toi, sale tas de ferraille. Et là on voit un espèce de trait d'éclair qui passe derrière la tête de Sangohan, et vulgairement c'est ce que je vais appeler un déclic. Il se passe un déclic. Il est connecté à sa partie animale à ce moment-là. Là il comprend plus rien, il sait plus ce qui se passe, il explose. Et comme son père contre Freezer, il va pas faire dans la dentelle. Là, il est conditionné en mode animal et il va tout faire pour écraser Cell. Le SSJ3, c'est un peu différent parce que c'est vrai que c'est une transformation un petit peu plus fanservice. Elle est pas amenée dans un contexte dramatique. Il y a rien qui provoque la transformation. Pourtant, l'aspect transformation psychologique, il est vachement respecté, je trouve, dans le SSJ3. Je parle surtout de la transformation, mais dans l'animé, qui respecte justement ce côté psychologique. On dirait que Sangoku, il est obligé d'aller puiser dans son subconscient les forces qui lui manquent pour se transformer, et on le voit revenir à l'état primitif de lui-même en passant de l'Ozaru jusqu'au petit bébé, et tout ça pour aller chercher encore de la puissance, quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de lui et qui avait besoin de sortir. Moi, tout ce qui est développement personnel, subconscient, émotion, c'est quelque chose que j'adore, c'est une vraie passion chez moi. Pas juste un mec qui parle de Dragon Ball. Je m'intéresse à plein de trucs à côté, et c'est vrai que tout l'aspect psychologique m'intéresse beaucoup. Et en ça, moi je dis que Dragon Ball c'était pas un truc de gamin, parce que justement tout cet aspect libération émotionnelle, tout cet aspect développement personnel, dépassement de soi, etc. était très abordé dans Dragon Ball, très bien représenté. C'est juste que quand on était petit, on faisait pas forcément la relation avec tout ça. Avec tout ce que je viens de dire sur les transformations, c'est vrai que tout le côté transformation émotionnelle, animale, etc. avait déjà été bien exploité jusqu'à l'arc bout, donc c'était très compliqué de trouver encore autre chose comme évolution. Malgré tout, dans Dragon Ball Super, on n'est plus du tout sur des transformations que j'appelle des transformations émotionnelles. On est plutôt sur des transformations que moi j'appelle des transformations Pokémon. Oh putain, le blasphème! Si j'étais pas si fan de Dragon Ball, je te jure, moi j'aurais fait une chaîne sur Pokémon. En fait, ce sont des transformations dans lesquelles si tu atteins un certain niveau, eh ben tu peux te transformer. Ou limite, il y a un mode d'emploi, tu sais, pour se transformer. Les Saiyans qui donnent leur énergie, je sais plus quoi. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à que je donne une pierre foudre à Pikachu pour qu'il se... Par exemple, le SSJ God, ouais, c'est ça. C'est que je crois que c'est 5 Saiyans au cœur pur qui donnent leur aura à un 6ème pour se transformer. Il y a rien d'émotionnel là-dedans. Et en plus, ça arrive dans un contexte presque de rigolade, parce que ouais, ok, Beerus il est là pour détruire la Terre, mais si tu veux, ils sont presque en mode vas-y, pause, on va essayer de se transformer. La transformation, elle intervient pas à un moment où on en a vraiment besoin, où Sangoku il est en difficulté, où il a besoin vraiment d'aller puiser des forces pour se défendre, ou pour défendre ce qu'il aime. Oula, ah non. Et SSJ Blue, en fait, on sait même pas comment il a fait pour se transformer. Il apparaît face à Freezer, bon alors il est très beau, je dis pas le contraire, mais bon... Je dégueule un peu, hein. Oh. Donc là, si tu veux, on est vraiment loin des transformations que j'évoquais un petit peu plus haut. Je vais lâcher le mot parce que c'est la vérité, c'est des transformations fanservice. On transforme le héros pour pas que le public se lasse du Super Saiyajin. Sauf qu'à faire ça, bah, le Super Saiyajin qui était super stylé. Attends, dès qu'il y avait un combat qui se transformait en Super Saiyajin parce que il fallait se transformer, parce que là l'ennemi il était puissant, et ben finalement ce Super Saiyajin là il est devenu ridicule, il est devenu banal. Les personnages ils ont beaucoup trop de transformations maintenant, et on sait pas vers quoi ça va mener. Mais le problème c'est que les créateurs en fait ils se sont pris à leur propre piège, à créer des transformations comme ça pour satisfaire le public. Parce que maintenant ils vont être obligés de se renouveler. En soi par exemple comment on appelle, l'Ultra Instinct, le Migate no Gokui. Tu vois, je regarde quand même. En soi, c'est pas une transformation, ça. Pour moi, c'est une technique, c'est comme le Kaioken. Mais voilà, pour moi maintenant, je pense qu'il va falloir rester sur ce truc-là et pas aller au-dessus. Mais j'imagine que dans le futur, on va nous apporter un Ultra Instinct Super Saiyajin. D'ailleurs, je me dis que ça devrait à peu près ressembler au Super Saiyajin 5 qu'on nous avait vendu dans Dragon Ball AF. Je sais pas si ça vous parle. Mais enfin voilà, il y a beaucoup trop de fan service, il y a plus du tout d'émotion, et c'est ça que je reproche à Dragon Ball Super. Enfin à Dragon Ball Super et aux transformations dans Dragon Ball Super. Je te donne un exemple du côté fan service. Tu vois, dans le dernier trailer de Broly et dans les quelques images qu'on a vues du film Broly qui ont fuité, le premier qui me spoil le film, je lui défonce la gueule. Je fais tout pour éviter les spoils depuis une semaine, même si les trailers nous ont déjà bien tout spoilé et qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui nous ont à peu près tout dit. Bon, apparemment il est super sympa le film. Bref, donc voilà, quel est l'intérêt en fait de faire intervenir Vegeta Super Saiyajin God? En soi, moi qui sois God, Blue, Pink, machin, j'en ai rien à foutre, mais rien à foutre. Mais en soi, quel est l'intérêt de faire venir un Super Saiyajin God Vegeta? On a déjà Super Saiyajin Blue qui est censé être plus fort que le God.
Donc pourquoi le faire revenir à l'état de God? Tout simplement parce qu'on l'avait pas vu. C'est juste une stratégie marketing. Et c'est vraiment ça que je reproche aux transformations de Dragon Ball Super et à Dragon Ball Super tout court. D'avoir utilisé la licence de Dragon Ball qui est sacrée, vraiment, pour faire du pognon, pour faire du marketing, pour vendre des figurines. En soi, c'est normal, je veux dire, heureusement, mais c'est dommage en fait. S'ils veulent des scénarios, mais moi j'en ai une tonne, j'en ai à la pelle des scénarios pour le futur de Dragon Ball, et qui serait bien mieux que ce qu'ils ont fait. Et en plus, les transformations SSJ God, etc., ben en fait, moi ça me dérange, parce que ça va pas du tout avec l'esprit des Saiyans. Le côté Dieu, on aurait tendance à penser qu'il y a un côté un peu divin, sagesse, calme, etc. Et pourtant, c'est quelque chose qui ne va pas de pair du tout avec le Saiyajin qu'on aime. Le Saiyajin, c'est un animal qui est déchaîné, qui essaye de contenir justement cette partie animale en lui. Mais une fois qu'il est lâché, il devient fou, le Saiyajin. Donc je trouve que les deux, en fait, vont pas du tout ensemble. Alors, c'est logique qu'ils aient fait ça, et c'est pas si con que ça, puisque c'est vrai que Dragon Ball c'est vachement étendu, avec de nouveaux univers, avec les dieux, etc. Mais je trouve ça dommage d'avoir fait des transformations divines pour les Saiyans, parce que je trouve que les deux notions vont pas du tout ensemble. Voilà, on a fait le tour sur ce que je pense des transformations, je pense avoir été assez clair. La première vidéo sur l'intrigue a été assez bien accueillie, je suis content parce que je pensais en prendre plein ma tronche par les fans de Dragon Ball Super. J'en ai pris plein ma tronche par les fans de Dragon Ball Super, mais pas de manière si méchante. Voilà, j'espère que celle-ci vous a plu. Et avant de terminer cette vidéo, si vous pouviez vous abonner YouTube, Facebook. N'oubliez pas que j'organise un jeu tous les lundis et mercredis, un What If, auquel il y a de plus en plus de monde qui participe, donc ça me fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, si possible de partager la vidéo, moi ça me fait kiffer quand je vois que quelqu'un partage. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, bisous.